République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Bonjour à tous, chers élèves, très heureux de vous retrouver sur cette plateforme Prépa-Bac 2020 offerte par la République des valeurs. Alors c'est toujours l'occasion de féliciter et d'encourager toutes les personnes qui, de près ou de loin, œuvrent pour la réussite de ces cours en ligne, d'une manière de maintenir les apprenants dans une dynamique d'enseignement-apprentissage, donc dans une période de lutte contre le Covid-19. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème du programme de géographie en classe de terminale, à savoir le modèle économique américain, caractéristiques et problèmes. Alors, il s'agit de la 5e leçon du programme de géographie en classe de terminale. Après la première leçon introductive intitulée Le système monde des espaces interdépendants, qui est une leçon synthèse du programme. Ensuite, le premier espace qui est étudié, la première partie, c'est l'espace nord-américain. Et dans l'étude de l'espace nord-américain, on aborde le milieu naturel à travers les atouts et les handicaps de la nature, le milieu humain à travers les populations, les villes et sociétés, la construction économique à travers l'ALENA, qui est en phase de transition vers la EUMC, et la 5e leçon du programme de géographie, donc c'est le modèle économique américain. Alors les États-Unis, la première puissance économique mondiale, mais également la première puissance économique de l'espace nord-américain. Donc dans cette leçon, il s'agira dans un premier temps d'identifier les fondements de la puissance économique des États-Unis. Ensuite, caractériser les différents secteurs de l'activité économique. Et enfin, évaluer les problèmes auxquels cette économie américaine est réellement confrontée aujourd'hui. Alors d'emblée, on peut dire que depuis l'effondrement du communisme, alors avec la dislocation de l'URSS en 1991, les États-Unis sont au centre du système monde. Alors ce rôle de modèle économique, les Américains le doivent à la richesse, à l'importance des richesses de leur pays, à la spécificité des hommes qui l'ont construit, mais également à une organisation économique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces bases du défi américain sont de plus en plus donc remises en question. Alors nous allons commencer par nous intéresser au fondement de la puissance économique américaine. Alors, fondement qu'on peut dire sur le plan naturel, sur le plan humain, mais également sur le plan économique. Alors, sur le plan naturel, donc si on se réfère au fondement naturel, on peut dire que les États-Unis bénéficient donc d'un certain nombre d'avantages. Alors, il faut retenir que les données physiques d'un milieu constituent la première composante d'une économie. Et dans ce domaine, donc, les États-Unis sont bien dotés par la nature. On peut dire un pays extrêmement immense, donc c'est l'immensité. Alors, une large couverture maritime. Alors, si on peut lire à travers la carte de l'organisation ici, donc on voit que à l'est
le pays est ouvert sur l'océan Atlantique, à l'ouest sur l'océan Pacifique, et au sud, donc, nous avons le golfe du Mexique. Alors, nous avons également, toujours parlant de ces éléments naturels ou de ces fondements, l'hydrographie. Une hydrographie grandiose. On voit que on note un maillage hydrique extrêmement dense, de très puissants fleuves qui prennent leur source à l'intérieur des terres, complété donc par un réseau de lacs extrêmement dense. Alors, ce qui contribue à l'irrigation dans l'agriculture, l'installation de barrages hydroélectriques, mais également la navigation qui contribue donc à rapprocher les espaces. Parlant toujours de ces avantages naturels, on peut parler donc de la diversité climatique. Alors, le pays est localisé principalement donc dans le domaine tempéré. Alors, un climat intermédiaire compris entre le trop chaud et le trop froid. Donc un climat où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Donc c'est le domaine tempéré qui occupe la majeure partie donc, de l'espace américain. Alors on peut parler également de la richesse des sols. Donc on peut dire des sols fertiles. Et toujours dans ces avantages, on peut parler donc de la richesse du sous-sol en ressources minières et énergétiques. Donc d'une manière générale, entre autres, du point de vue naturel, un espace bien pourvu donc par la nature. Alors toujours parlant des fondements, on peut aborder donc les fondements humains. Alors il faut dire que la mise en valeur du continent américain a été le fait d'hommes particulièrement énergiques, dont l'objectif, au-delà du désir de fonder une société nouvelle, était de faire fortune. Alors pour ces hommes qui ont tout abandonné, c'est l'économie qui permet de réussir. Et l'homme véritablement important dans la société américaine est celui qui parvient à faire fortune, à l'image des grands banquiers et industriels du 19e siècle, tels que Carnegie, Rockefeller, ou Ford. Alors, l'Américain, comme le dit Tocqueville, est animé par l'ardente envie de faire fortune. C'est l'unique passion de sa vie. Et cet attachement à la réussite constitue un des aspects de l'éthique protestante qui a débarqué avec les premiers immigrants puritains. Alors le puritanisme qui renvoie à une grande austérité, un attachement profond à un certain nombre de règles et de valeurs morales. Et parmi ces règles et valeurs morales prônées par le puritanisme, donc le protestantisme, il y a la réussite sociale, ces immigrants puritains qui ont débarqué en Amérique vers 1620, fuyant donc les persécutions politiques et religieuses. Donc, comme j'ai dit tantôt, pour ces hommes qui ont tout abandonné, c'est l'économie qui permet de réussir. Et l'homme véritablement important est celui qui parvient à faire fortune en rapport donc, avec l'éthique protestante. Alors, toujours parlant des fondements, on peut évoquer donc les fondements économiques. Alors, qui peuvent se résumer à la puissance
des entreprises. Alors la majeure partie des firmes multinationales à l'échelle planétaire donc, sont américaines, à l'importance, le vaste marché intérieur. Alors si on se réfère aux projections de World Population Project Nations Unies, en 2020, à peu près, nous avons 332 265 000 consommateurs suivant les projections donc, de l'année 2020. Donc un marché intérieur extrêmement vaste. Toujours parlant donc des fondements économiques, on a le rôle moteur de la bourse dans l'économie américaine. Alors, entre autres, on peut évoquer l'interventionnisme de l'État, l'intervention. Et enfin, donc, la maîtrise de l'espace par un réseau de transport extrêmement dense. Donc, ce sont ces différents éléments qui constituent la base, donc les fondements du modèle économique américain. Donc, je récapitule. D'abord, les données naturelles qui constituent les premières composantes d'une économie. Alors, les États-Unis sont bien pourvus par la nature, un pays extrêmement immense, une large ouverture maritime, une hydrographie grandiose, j'ai dit tantôt, des fleuves puissants qui prennent leur source à l'intérieur des terres, complétés par un réseau de lacs extrêmement dense. Alors le climat, qui est un climat tempéré, par conséquent intermédiaire, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, des sols extrêmement riches, fertiles, un sous-sol riche en ressources minières et en ressources énergétiques. Alors sur le plan humain, on a parlé de ces premiers immigrants puritains qui ont quitté l'Europe en 1620 pour fuir les persécutions politiques et religieuses. Et comme j'ai dit tantôt, pour ces hommes qui ont tout abandonné, c'est l'économie qui permet de réussir. Et l'homme véritablement important dans la société américaine est celui qui parvient à faire fortune en rapport avec l'éthique protestante qui accorde une importance capitale à la réussite sociale. Maintenant, parmi les fondements économiques, on a la puissance des entreprises, l'importance du marché intérieur qui absorbe une bonne partie de la production, nous y reviendrons tout à l'heure, environ 332 265 000 consommateurs en 2020, le rôle moteur de la bourse, l'interventionnisme de l'État, la maîtrise de l'espace à travers donc, un réseau de transport extrêmement dense. Donc, là, ce sont les fondements de la puissance économique des États-Unis. Maintenant, comme évoqué dès le départ, après avoir identifié les fondements, on va essayer de caractériser les différents secteurs économiques. Et là, on reviendra principalement sur 4 aspects: l'agriculture, l'industrie, le commerce extérieur et un autre élément qui relève un peu de l'immatériel qu'on appelle ici le soft power. Alors d'abord, pour ce qui est de l'agriculture, on peut bien intituler les États-Unis grenier du monde. Autrement dit, la première puissance agricole au monde. Alors une puissance qui est redoutée au niveau mondial par ses niveaux de productivité. Les États-Unis à eux seuls produisent le quart de la production mondiale de nourriture, c'est énorme.
mais également par ses capacités à mettre sur les marchés des quantités importantes de produits agricoles à des prix extrêmement bas. Alors, une agriculture qui est bien intégrée dans le système capitaliste, appartenant à un ensemble très large, associant l'exploitant agricole, les fournisseurs, les transporteurs, les industries de transformation, donc jusqu'à la commercialisation. C'est ça qu'on appelle le complexe agro-industriel ou simplement agro-business. Alors, une agriculture qui bénéficie également d'un certain nombre d'atouts. Et là, il faut préciser qu'aux États-Unis, l'agriculteur est un homme d'affaires bien avisé. Alors, une agriculture donc qui bénéficie d'un certain nombre d'atouts, on va citer notamment l'immensité du marché intérieur. On l'a évoqué tantôt. Alors, les 3/4 de la production agricole sont absorbés donc par ce marché intérieur. Alors, la diversité climatique, évidemment, qui permet une variété de la production. Alors, la taille, ou bien je dirais l'immensité des exploitations alors aux États-Unis, parlant d'exploitation agricole, en rapport avec cette immensité, donc on a une moyenne de 180 hectares. C'est immense. Alors essayons de faire un peu la comparaison avec la moyenne de la superficie agricole en France. La France qui est considérée comme étant la première puissance agricole de l'Union européenne. Alors, en France, la moyenne des exploitations est de 32 hectares. Aux États-Unis, ici, on est à 180 hectares. Et si vous vous déplacez dans les ranchs du Wyoming, vous y retrouverez donc des exploitations qui peuvent dépasser les 1800 hectares. Entre autres atouts bénéficiés par l'agriculture, on a l'homogénéisation, homogène. Des comportements alimentaires dans le monde. Partout maintenant, c'est le fast food. Et là, on peut citer entre autres Burger King, McDonald's, mais également le Kentucky Fried Chicken, KFC. Alors, on a également la présence sur le sol américain du plus grand marché mondial de céréales, c'est la bourse de Chicago. Donc la présence sur le sol américain du plus grand marché mondial de céréales. Alors on peut parler également du soutien infaillible de l'État à travers donc les subventions, mais également une industrie agroalimentaire puissante, dont les étendards ici on peut citer Philippe Morris, Conagra Foods, PepsiCo, Coca-Cola, Sarabi, etc., etc. On peut ajouter que ce soit au Brésil, des firmes agroalimentaires à l'étranger tels que le Brésil, le Panama, etc., etc.
Donc, grenier du monde, les États-Unis font partie des plus gros producteurs mondiaux de maïs, de soja, d'orange, de coton, de viande bovine, etc. Mais une agriculture qui a contribué en 2019 à hauteur de 1% du PIB et emploie 1,6% de la population active. Donc, pour revenir sur ce premier point, l'agriculture, c'est la première puissance agricole du monde. Les États-Unis, à eux seuls, produisent le quart de la production mondiale de nourriture. Alors, une agriculture qui est bien intégrée dans le système capitaliste, faisant intervenir donc plusieurs acteurs, partant donc de l'exploitant agricole, en passant par, le fournisseur, le transport, la transformation industrielle, donc jusqu'à la commercialisation. C'est ça qu'on appelle le complexe agro-industriel ou agro-business. Alors, une agriculture qui bénéficie donc d'un certain nombre d'avantages, notamment l'immensité du marché intérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un marché de 332 265 000 consommateurs, et c'est ce marché intérieur qui absorbe les 3 quarts de la production agricole aux États-Unis. Alors, la diversité climatique qui permet une variété de la production, l'immensité des exploitations avec une moyenne donc de 180-188 hectares, l'homogénéisation des comportements alimentaires dans le monde fast-food. J'ai cité quelques exemples, Burger King, McDonald's, KFC, etc. Alors, la présence sur le sol américain du plus grand marché mondial de céréales, c'est la bourse de Chicago, le soutien infaillible de l'État, une industrie agroalimentaire puissante avec des étendards comme Philip Morris, Conagra Foods, PepsiCo, Coca-Cola, Sadabi, etc., etc. Alors, ce sont ces éléments qui font que les États-Unis font partie des plus gros producteurs mondiaux de produits agricoles, notamment le maïs, le soja, les oranges, le coton, la viande bovine, mais une agriculture qui contribue à peine dans le PIB 1% et emploie juste 1,6% de la population active. Donc ce sont les données de l'année 2019. Alors toujours parlons donc des secteurs de l'économie. Après l'agriculture, on passe à l'industrie. Alors, les États-Unis sont aujourd'hui la deuxième industrie du monde. Alors, pourquoi? Parce que depuis 2012, cette première place industrielle leur a été ravie par la Chine. Donc, la Chine qui devient le premier pays industriel au monde, mettant fin évidemment à une domination américaine vieille depuis d'un siècle. Alors le secteur industriel qui a contribué en 2019 à hauteur de 18,9% donc du pays. Alors ce chiffre est révélateur de la place importante qu'occupe l'industrie donc dans l'économie américaine. Alors une industrie qui comprend une variété d'activités, et on peut citer entre autres plusieurs branches. D'abord les industries de base. Alors, parlant des industries de base, il s'agit ici
principalement de la métallurgie, et de l'industrie chimique. Alors pour ce qui est de la métallurgie, il s'agit principalement de la fonte de l'acier et de l'aluminium. Et les plus grandes industries américaines dans ces domaines, on peut citer ArcelorMittal, Alcoa, Aluminium Company of America, mais également ARMCO, American Rolling Mills Company. Maintenant, dans le domaine de la chimie, que ce soit la chimie minérale ou la chimie organique, alors les États-Unis occupent une place prépondérante donc à l'échelle mondiale. Mais quand même un secteur qui suit ces derniers temps une tendance baissière. Alors par exemple, en 2019, la croissance du secteur de la chimie était de 3,6%. Alors en 2020, selon les projections, elle devrait descendre à 2,2%. Et selon toujours les projections, la baisse va se poursuivre en 2021. Donc j'ai confondu les chiffres. 3,1% en 2020 et probablement 2,2% en 2021. Donc, la tendance baissière dans ce secteur s'explique par les préjudices causés par le différent sino-américain. C'est-à-dire, nous y reviendrons, la guerre commerciale donc, entre les États-Unis et la Chine. Et dans le secteur de la chimie, on peut citer quelques leaders comme Dow DuPont, alors Eastman Kodak, c'est dans le domaine donc, du matériel photographique. Alors Lionel Bassel, c'est dans la pétrochimie. Alors toujours, il y a Goodyear, Firestone, c'est dans le domaine pneumatique, Pfizer, Merck, c'est la pharmacie. On a également Colgate, Palmolive, donc en ce qui concerne les produits d'entretien. Donc là, ce sont les industries de base. Je récapitule. Alors dans ces industries de base, nous avons principalement la métallurgie lourde et la chimie. Alors parlant de la métallurgie lourde, on a la fonte de l'acier et l'aluminium. En ce qui concerne donc ce premier, la métallurgie, les leaders mondiaux sont ArcelorMittal, Alcoa et Aramco. Alors pour ce qui est de la chimie, on note ces dernières années donc une tendance baissière. En 2019, le secteur a progressé de 3,6%, mais selon les projections, donc cette croissance va diminuer. En 2020, 3,1%, en 2021, 2,2%. Quels sont les éléments explicatifs de cette tendance baissière de la production dans le domaine de la chimie? Ça s'explique principalement par le différend commercial entre les États-Unis et la Chine. Et les plus grands noms
dans le domaine de la chimie, on a deux DuPont, c'est le matériel photographique, Lionel Bassel, c'est la pétrochimie, Goodyear, c'est l'industrie pharmaceutique, Pfizer et Merck, c'est la pharmacie, Colgate, Palmolive, donc aux produits d'entretien. Alors toujours dans le secteur, dans les branches de l'industrie, au-delà des industries de base, nous avons les industries de consommation. Alors, parmi les industries de consommation, on peut évoquer l'agroalimentaire, qu'on a abordé tout à l'heure avec les grands noms tels que Philippe Morris, Conagra, Foods, PepsiCo, Coca-Cola, Sara Lee, Johnson & Johnson. Maintenant, au-delà de l'agroalimentaire, nous avons la construction automobile et l'industrie, ou bien le textile. Alors, pour ce qui est de la construction automobile, alors il faut dire que si on compare les ventes entre 2018 et 2019, on peut dire qu'il y a une légère baisse. Par exemple, en 2019, alors il y avait au total 16,16 millions de véhicules qui ont été vendus. Alors en 2018, ce chiffre était de 17,3 millions. Donc une légère baisse. Et dans cette chute, c'est General Motors avec une baisse de 1,6% de ses ventes, mais également Ford avec une baisse de 3,5% de ses ventes. Donc ce sont les deux compagnies qui sont les plus touchées donc, par la diminution des ventes. Tandis que le constructeur américano-italien Fiat Chrysler a connu, donc Fiat Chrysler Automobile, a connu donc une progression plutôt donc de 9%. Alors, c'est toujours les guerres commerciales ouvertes par le président Trump qui expliquent donc cette baisse au niveau du secteur de l'automobile. Des guerres commerciales, pas seulement avec la Chine, mais avec ses voisins immédiats, notamment le Canada et le Mexique, mais également donc l'Union européenne. Toujours parlant des branches de l'industrie, de consommation, alors au-delà, après l'agroalimentaire, la construction automobile, nous avons l'industrie textile. Alors le textile qui est un des plus grands employeurs dans le domaine dans le secteur de la fabrication, on parle de 237 000 travailleurs dans ce secteur en 2018. Le textile américain également, le troisième plus
grand exportateur. Le troisième plus grand exportateur mondial. Donc là, ce sont les industries de consommation illustrées à travers l'agroalimentaire, la construction automobile, mais également le textile. Alors, une autre branche de l'industrie concerne le high-tech, c'est-à-dire la haute technologie. Et dans ce domaine, on peut citer l'électricité et l'électronique, l'aéronautique et l'aérospatiale, l'aéronautique mais également donc l'aérospatiale. Alors, pour ce qui est des constructions électriques, électronique, malgré la concurrence qui sévit à l'échelle planétaire, dans ces deux secteurs, les États-Unis maintiennent une certaine prépondérance. Alors, dans le secteur de l'électricité, on peut citer General Electric, Emerson Electric, de même que Westinghouse, qui demeure très prépondérant donc dans leur domaine, tandis que dans l'électronique, alors les leaders qui font partie des premiers mondiaux, on peut citer Apple, Amazon, Microsoft, IBM, mais également Hewlett Packard, etc. Alors donc toujours parlant de l'industrie de pointe, après la construction, les constructions électriques et électroniques, on a l'aéronautique. L'aéronautique renvoie à l'aviation, que ce soit civile ou militaire. Et avec Boeing, les États-Unis donc sont au premier rang mondial, aussi bien en termes de marché, donc d'exportation. Boeing, qui est le plus grand groupe aéronautique mondial, avec un chiffre d'affaires de 100,1 milliards de dollars en 2019. Donc, au-delà de l'aéronautique, nous avons également l'aérospatial. Alors, un secteur aérospatial qui s'est développé aux États-Unis dans un contexte d'affrontement Est-Ouest. On sait qu'en 1957, les Soviétiques lançaient dans l'espace le premier satellite habité, c'est le Sputnik. Et c'est une année plus tard, donc en 1958, que les Américains vont réaliser le même exploit avec Explorer. Et c'est cette même année où la NASA donc, a été créée pour maintenir le dynamisme américain donc, dans le domaine de l'aérospatial, aéronautique, National Aeronautic Spatial Administration. Alors, installée au sud des États-Unis, en Floride, la NASA fait vivre beaucoup de firmes spécialisées dans la fabrique de fusées, de satellites et de navettes spatiales. Alors, donc, là, ce sont les branches de l'industrie. Je récapitule. Alors, les États-Unis sont aujourd'hui la deuxième industrie du monde. La première place leur a été ravie depuis 2012. La nation américaine vieille de plusieurs siècles. Alors, un secteur qui subit de plein fouet
la concurrence mondiale, mais malgré cela, dans les différents domaines industriels, les États-Unis maintiennent une certaine prépondérance. On a commencé donc avec la branche de l'industrie, des industries de base. Et à travers les industries de base, on a parlé donc de la métallurgie lourde, à travers l'acier et l'aluminium, mais également la chimie, un secteur chimique qui connaît ces dernières années une tendance baissière expliquée par les différents sino-américains. Alors, on a parlé des industries de consommation, l'agroalimentaire qu'on a évoqué tantôt parlant de l'agriculture, la construction automobile avec les trois géants que sont General Motors, Ford et Fiat Chrysler, un secteur qui a vu ses ventes régresser en 2019, 16,6 millions de véhicules vendus, comparé en 2018 où 17,3 millions de véhicules ont été vendus. Alors ces baisses ont beaucoup plus touché General Motors et Ford, tandis que le consortium américano-italien a connu en 2019 donc une hausse de 9%. Et enfin, nous avons donc l'industrie textile, qui est un des plus grands employeurs dans le domaine de la fabrication, 237 000 employeurs en 2018. Le textile américain également est le troisième plus grand exportateur mondial. Alors, un autre secteur de l'économie américaine, c'est le commerce extérieur. Alors, qui occupe une place prépondérante dans l'économie américaine. Et dans ce sens, les États-Unis ont très vite compris que le commerce favorise la croissance économique, la stabilité sociale et la démocratie dans chaque pays et sert à promouvoir de meilleures relations internationales. Alors les États-Unis sont le premier importateur et deuxième exportateur mondial de marchandises. Ils sont également le premier importateur et le premier exportateur de services commerciaux. Mais si on se réfère au tableau du commerce extérieur, on voit que la balance commerciale est structurellement déficitaire. Et c'est dans le but de réduire ce déficit et de préserver l'emploi que le président Trump a lancé ses guerres commerciaux avec la mise en place de surtaxes des importations en provenance d'un certain nombre de pays, notamment le Canada, le Mexique, la Chine, mais également les États, l'Union européenne. Alors, un autre élément de jour pour caractériser cette économie, c'est le soft power. Alors, qu'on peut appeler ici la puissance douce. Alors qu'il envoie à une puissance d'influence et de séduction qui font que la domination ou l'influence d'un pays est acceptée par les autres sans aucune contrainte. Alors, quels sont les éléments du soft power américain? Entre autres, on peut citer la musique, le cinéma, le pragmatisme, l'enseignement universitaire, mais également ce qu'on appelle donc l'American way of life. Donc, ce sont tous ces éléments, j'ai récapitulé, alors qui vont nous permettre de caractériser le modèle économique américain. Alors, dès le départ, nous soulignons que depuis l'effondrement du communisme, les États-Unis sont au centre du système mondial. Et ce rôle de modèle économique, les Américains le doivent à la richesse, donc à l'importance de la richesse de leur pays,
à la spécificité des hommes qui l'ont construit, mais également à une organisation économique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, parlant du premier aspect abordé, à savoir les fondements. On a parlé de fondements naturels, une nature généreuse, un pays extrêmement immense, ouvert sur l'océan Atlantique à l'est, à l'ouest sur l'océan Pacifique, le golfe du Mexique au sud, un espace parcouru par de très puissants fleuves qui prennent pour la plupart leurs sources à l'intérieur des terres, complété par un réseau de lacs extrêmement dense, un climat tempéré, qui traduit un climat intermédiaire où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, des sols fertiles, un sous-sol extrêmement riche en ressources minières et en ressources énergétiques. Donc une nature généreuse, un pays bien occupé par la nature. Parlant toujours des fondements, nous évoquions donc les fondements humains. Alors, se référant à ces premiers migrants qui avaient quitté l'Europe vers 1620 pour fuir les persécutions politiques et religieuses. Et comme j'ai dit tantôt, pour ces hommes qui ont tout abandonné, c'est l'économie qui permet de réussir. Et l'homme véritablement important dans la société américaine est celui qui parvient à faire fortune. À l'image des grands banquiers et industriels du 19e siècle, j'ai cité tantôt Rockefeller, Carnegie, Ford. En rapport évidemment donc avec l'idéal puritain. Il y a également les fondements économiques. Alors, parlant donc des fondements économiques, on a évoqué la puissance des entreprises, l'immensité, le vaste marché de consommation, plus de 332 millions de consommateurs, le rôle moteur de la bourse, l'interventionnisme de l'État dans l'économie, mais également la maîtrise de l'espace à travers un réseau de transport extrêmement dense. Toujours dans la caractérisation de ce modèle économique américain, on a parlé donc des secteurs économiques. Et parmi ces secteurs, on a abordé l'agriculture. Les États-Unis, grenier du monde, la première puissance agricole. À eux seuls, ce pays produit le quart de la production mondiale de nourriture. Un pays qui se distingue également par sa capacité à mettre sur les marchés des quantités importantes de produits agricoles à des prix extrêmement bas. Alors, une agriculture qui est bien intégrée dans le système capitaliste, faisant intervenir plusieurs acteurs, partant de l'exploitant agricole, en passant par les fournisseurs, la transformation industrielle, la commercialisation, etc. C'est ça qu'on appelle le complexe agro-industriel, donc agro-business. Une agriculture qui bénéficie d'un certain nombre d'atouts. Parmi ces atouts, on a évoqué l'immensité, l'immense marché de consommation, un marché de consommation qui absorbe pratiquement les 3/4 de la production agricole. Alors, la taille des exploitations avec une moyenne de 180 hectares, en France la moyenne est de 32 hectares, et que dans certaines ranches dans le Royaume-Uni, ces superficies peuvent atteindre les 1800 hectares. La diversité climatique qui permet une variété de la production agricole, l'homogénéisation homogène des comportements alimentaires dans le monde, c'est le fast-food, donc le manger rapide partout, la puissance de l'industrie agroalimentaire, le soutien infaillible de l'État à travers les subventions, la présence sur le sol américain du plus grand marché mondial de céréales, donc la bourse de Chicago. Alors, une agriculture qui se distingue parmi les premiers producteurs, de maïs, de soja, de viande bovine, de coton, mais une agriculture qui contribue à peine dans le PIB, 1% en 2019, et n'employant que 1,6% de la population active.
Alors, le deuxième secteur économique qu'on a abordé, c'est l'industrie. Alors, les industries de base, la métallurgie, avec ArcelorMittal, Alcoa, Aramco. Il y a également la chimie minérale organique et cette tendance baissière donc, qui se dessine ces dernières années, liée à ce différend commercial entre la Chine donc, et les États-Unis. Il y a également les industries de consommation, et là on a cité l'agroalimentaire. Il y a la construction automobile qui suit cette même tendance baissière avec les ventes qui ont diminué comparé à celles donc, de 2018. Il y a également le textile qui se distingue, l'un des plus gros employeurs dans le secteur de la fabrication, le troisième exportateur mondial de produits textiles. Alors il y a également les industries de pointe à travers l'électricité. On a cité Westinghouse, Emerson, General Electric qui se distingue à l'échelle planétaire malgré la concurrence surtout asiatique, japonaise, sud-coréenne. Alors toujours dans le secteur de l'industrie de pointe, nous avons l'aéronautique avec Boeing qui est le numéro 1 mondial, aussi bien en termes de vente que d'exportation. Dans le secteur de l'aérospatial, alors depuis 1958, avec la création de la NASA, les États-Unis occupent le devant donc, de la scène mondiale, installée en Floride, la NASA qui fait vivre beaucoup de firmes ou de petites firmes spécialisées donc, dans la fabrique de matériel pour les fusées, les satellites et les navettes spatiales. Alors, donc là, ce sont les différentes branches de l'industrie. On a parlé également donc, du commerce. Les États-Unis, qui sont un grand pays commercial, le commerce qui favorise la croissance économique, mais également la stabilité politique. Un grand pays commercial les États-Unis sont le premier importateur et deuxième exportateur mondial de marchandises, mais également ils sont le premier importateur et le premier exportateur donc, de services commerciaux. Alors si on se réfère au tableau du commerce extérieur, on voit que la balance commerciale est structurellement déficitaire, nous y reviendrons tout à l'heure, et c'est pour réduire ce déficit et préserver les emplois en partie que le président Trump a lancé donc, les guerres commerciales. Et on a évoqué un aspect qui relève plutôt de l'immatériel, donc c'est le soft power, la puissance douce, la puissance d'influence et de séduction qui fait que la domination d'un pays est acceptée par les autres sans aucune contrainte. Et j'ai cité tout à l'heure quelques éléments du soft power américain, à savoir la musique, le cinéma, le pragmatisme, l'enseignement universitaire, l'American Way of Life. Il faut souligner à ce niveau que sous l'administration Obama, le soft power américain, donc c'est beaucoup plus distinct. Donc ce sont tous ces éléments qui nous permettent de caractériser le modèle économique américain, de comprendre pourquoi et comment les États-Unis sont et restent la première puissance économique mondiale. Mais comme évoqué depuis l'introduction, un modèle qui ne domine plus totalement l'ensemble des modèles capitalistes du monde, un modèle qui est de plus en plus remis en question. Et ça nous renvoie aux différents problèmes auxquels l'économie américaine est confrontée. Alors, parmi ces problèmes, il y en a plusieurs, mais on va essayer d'en citer quelques-uns. On a la dépendance énergétique. Alors, les États-Unis sont le plus gros
ou bien le deuxième plus gros consommateur mondial d'énergie derrière la Chine. Alors en 2018, le taux de couverture énergétique était de 87%, ce qui donne évidemment un taux de dépendance énergétique donc de 13%. Alors, suivant ce chiffre, on voit que le déficit énergétique ces dernières années donc ne cesse de diminuer. Alors, en 2019, on peut dire que les États-Unis ont augmenté le record de production, de consommation et d'exportation. Et avec 13%, ils s'approchent donc de l'indépendance énergétique si on se réfère aux données de l'Agence internationale de l'énergie. Maintenant, cette situation s'explique non seulement par la hausse de la production pétrolière, mais également la hausse de la production du gaz de schiste. Le schiste est une roche à travers laquelle on fait extraire un gaz qui sert de source d'énergie, mais quand même une extraction très polluante. Mais depuis 2016, avec l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, la production de gaz de schiste s'est accélérée. Alors Trump, qui a remis en question la signature américaine de la COP21 sur la sur la réduction des gaz à effet de serre, balayant d'un revers de main le Clean Power du président Obama, signant un décret donc, pour l'indépendance énergétique. Et c'est principalement cette hausse de la production de gaz de schiste qui fait que progressivement les États-Unis tendent vers l'indépendance énergétique d'ici une proche échéance, donc selon l'Agence internationale de l'énergie. Alors malgré tout cela, il y a également un village qui est en train donc, de se réaliser vers les énergies renouvelables, malgré cette indépendance énergétique donc décrétée par le président Donald Trump. Alors un autre problème de l'économie américaine, c'est le déficit budgétaire et l'endettement. Alors, qu'est-ce qu'un déficit budgétaire? Le déficit budgétaire est la situation dans laquelle les recettes d'un État sont inférieures à ses dépenses en une année. Alors, en 2019, le déficit budgétaire américain a presque doublé. Alors, ce soldat a 1599 milliards de dollars. Alors, si on compare avec les données de 2008, c'est le double, donc presque le double, 804 milliards de dollars. Alors, il faut dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient les principaux créanciers de la planète. On a vu le rôle principal qu'ils ont joué dans la reconstruction des économies détruites par la guerre. Mais le déficit commercial va commencer à prendre forme sous l'administration Jimmy Carter, qui avait augmenté les dépenses sociales. Maintenant, avec Ronald Reagan, dans un contexte de relance de la course aux armements, avec la nouvelle expansion, ou bien la nouvelle expansion du communisme, alors les dépenses militaires exorbitantes, notamment l'initiative de défense stratégique, alors ce sont ces dépenses militaires faramineuses qui vont plonger l'économie
américain, donc dans un déficit budgétaire accru. Et depuis cette date jusqu'au moment où je parle, ce déficit n'a cessé de se creuser. Maintenant, pour combler ce déficit, l'État est obligé donc de s'endetter à travers ce qu'on appelle les bons du Trésor. Alors, par rapport à la dette, en 2019, la dette américaine était estimée à 23 155 milliards de dollars, représentant presque 107,79% du PIB. Donc cette dette est colossale. Maintenant, à travers les bons du Trésor, alors c'est la Chine avec 1131 milliards de dollars de bons du Trésor américain en 2019, mais également le Japon avec 1078 milliards de dollars. Donc ce sont les principaux créanciers aujourd'hui des États-Unis. Donc c'est eux qui financent, excusez-moi, la dette américaine. C'est eux qui financent donc la dette américaine. Alors toujours parlant des problèmes, il y a le déficit commercial. Alors j'ai dit tantôt que si on se réfère au tableau du commerce extérieur, la balance commerciale est structurellement déficitaire. Par exemple, en 2019, alors les exportations s'élevaient à 2406 milliards de dollars et les importations 3106 milliards de dollars. Alors, ce qui donne en définitive alors, un déficit de 700 milliards de dollars. Alors, un déficit qui s'est creusé, si on fait la comparaison, parce qu'en 2018 plutôt, ce déficit était de 671 milliards de dollars. Et cette situation s'explique par la forte progression donc des imports, des importations. Et le déficit commercial des États-Unis peut s'expliquer également avec le déficit avec la Chine. La Chine qui est le premier partenaire commercial des États-Unis. En 2019, le déficit avec la Chine se soldait donc à 420 milliards de dollars. D'où j'insiste donc les guerres commerciales entre les deux pays déclenchées donc par le président Trump. Alors, toujours parlant des problèmes, il y a la hausse de la pauvreté. La première puissance économique du monde qui ne cesse d'enregistrer donc des millions de pauvres. Alors, si on se réfère aux données du ministère de l'Agriculture, en 2016, il y avait 48,8 millions de personnes, donc d'Américains, qui vivaient de food stamps. Alors, ce sont des bons ou des coupons bons alimentaires. Alors, qui sont délivrés donc par l'État, donc à 48,8 millions de nécessiteux CFA. Alors, si on se réfère au tableau du solde du taux de chômage,
En 2019, le taux de chômage officiel aux États-Unis était de 3,5%. Là, c'est le taux de chômage officiel. Mais concrètement, il y a plus de 100 millions d'Américains en âge de travailler qui sont sans emploi. Et la pauvreté et le chômage touchent beaucoup plus les minorités telles que les Noirs, les Hispaniques, mais également les jeunes. Il y a également les mères célibataires qui sont très exposées de cette déconfiture sociale. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas parler des problèmes de l'économie américaine sans pour autant évoquer les incidences économiques liées au Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus. Alors, avec l'arrêt soudain de l'activité économique, aujourd'hui, les prévisions confirment que l'économie américaine s'apprête à entrer dans une violente récession. Alors, la récession est une phase de morosité économique. Alors, un pays entre en récession quand il cumule 3 trimestres de croissance négative. Alors, selon les chiffres publiés par le département du commerce américain, publié hier, c'était le 29 avril 2020. Alors, le PIB américain va connaître un recul de 4,8%. Le PIB a déjà enregistré un recul de 4,8% au premier trimestre de l'année 2020. Alors, il s'agit du plus fort recul enregistré depuis la grande crise économique de 2018, donc la crise des subprimes. Et c'est cet arrêt soudain de l'économie a provoqué une baisse de la consommation, un recul de l'investissement, mais également une augmentation donc, du taux de chômage. Alors des incidences qui auront évidemment donc, des répercussions au niveau de l'économie mondiale, vu la place et l'influence qu'occupent donc les États-Unis. Alors pour récapituler, parlant des problèmes, les défis qui se posent à l'économie américaine, on a évoqué en premier la dépendance énergétique. Alors, une dépendance qui ne cesse de se réduire ces dernières années en rapport avec la hausse de la production de gaz de schiste, ce qui oriente progressivement les États-Unis donc vers l'indépendance énergétique selon l'Agence internationale donc, de l'énergie. Aujourd'hui, le taux de dépendance n'est que donc de 13%. Et au-delà de la hausse de la production de gaz de schiste, on a constaté également ces dernières années une augmentation de la production pétrolière. Alors, le déficit budgétaire et l'endettement. Alors, le déficit budgétaire, c'est quand les dépenses d'un État sont supérieures à ses recettes au cours d'une année. En 2019, le déficit budgétaire américain a plus que doublé, passant de 804 milliards de dollars en 2018 à 1599 milliards de dollars
en 2019. Alors, en rappel historique, je dis que ce déficit a commencé à prendre forme sous l'administration Jimmy Carter qui avait augmenté les dépenses sociales. Maintenant, avec Ronald Reagan, alors les dépenses militaires, notamment la fameuse guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique lancée en 1983. Donc ce sont ces dépenses énormes qui vont plonger l'économie américaine dans un déficit accru. Et depuis cette date jusqu'au moment où je parle, ce déficit n'a cessé de s'élargir. Et pour combler maintenant ce déficit, l'État est obligé de s'endetter. En 2019, alors la dette équivalait à 23 155 milliards de dollars, soit 107,79% du PIB. Et cette dette est financée par les bons du Trésor, qu'achètent principalement les Chinois et les Japonais. La Chine, qui est aujourd'hui le premier détenteur de bons du Trésor américain, avec 1131 milliards de dollars en 2019. Il y a également le déficit commercial. Un déficit commercial qui ne cesse donc de se creuser. Expliqué en partie donc par une accélération évidemment plus forte des importations, un déficit qui s'explique également par le déficit enregistré donc avec la Chine, 420 milliards de dollars en 2019. D'où la guerre commerciale déclenchée entre les États-Unis et la Chine par le président Trump. L'objet, c'est non seulement préserver l'emploi, mais également résorber donc ce déficit. Il y a également la hausse de la pauvreté, cette pauvreté qui ne cesse de prendre des proportions. Selon le ministère de l'Agriculture, en 2016, il y avait 48,8 millions d'Américains qui vivaient de stand-food, ce sont des bons alimentaires. Alors, si le taux de chômage officiel est de 3,5%, concrètement, il y a plus de 100 millions d'Américains en âge de travailler, donc qui sont sans emploi. Alors, cette pauvreté et cette hausse du taux de chômage touchent beaucoup plus les minorités, notamment les Noirs, les Hispaniques, les jeunes, mais également les femmes célibataires qui sont les plus victimes de cette déconfiture sociale. Et on ne peut pas parler de problème de l'économie sans évoquer l'incidence économique du Covid-19. Selon les prévisions, indéniablement, l'économie américaine va vers la récession. La récession, je l'ai définie tantôt, c'est une phase de morosité économique. Et concrètement, en moyenne, un pays entre en récession quand il cumule 3 trimestres de croissance négative. Si on se réfère aux dernières données livrées par le département du commerce américain, les dernières dates du 29 avril 2019, donc c'est hier. Alors le PIB américain a connu un recul de 4,8% au premier trimestre de 2020. Alors le pur recul enregistré depuis la crise des cipranges de 2008. Alors cette baisse soudaine de l'activité économique aura comme conséquence le recul de l'investissement, la baisse de la consommation des ménages, mais également la hausse du taux de chômage, et cela aura évidemment des répercussions, des impacts au niveau de l'économie mondiale. Voilà en gros ce qu'on avait à apporter aujourd'hui concernant le modèle économique américain. Et certainement, on va revenir la prochaine séance sur un autre aspect de l'espace européen. Je vous remercie de votre attention. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des Valeurs.